Mais l'autre, vous le connaissez? Dégageons-les, 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 dégageons-les. Ça manque sinon. Bon, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous voir si nombreux place du Geoffrin, au cœur de la 18e circonscription de Paris. Je suis très heureux d'accueillir Jean-Luc ici dans cette circonscription tout à fait emblématique. Évidemment, on va en parler. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Paul Vanier. Je suis le candidat investi par les Insoumis de la 18e circonscription de Paris. Avec Sabrina Ali Benali, ma suppléante. Sabrina est interne en médecine. Elle est interne à l'hôpital Bichat. Elle est en train de terminer sa garde et j'espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre. Elle et moi, nous sommes au travail en même temps que nous menons campagne. Moi, je suis enseignant, je suis prof et candidat. J'ai 31 ans, comme Sabrina d'ailleurs, et c'est la première fois que tous les deux, nous sommes candidats à une élection. Et nous sommes donc les candidats d'un programme, les candidats de l'avenir en commun. Ce programme qui a déjà recueilli 7 millions de voix derrière son candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Et ce programme qui, j'en suis sûr, va nous permettre de rassembler au-delà encore, au-delà des 7 millions d'électrices et d'électeurs que nous avons déjà convaincus, car ce programme répond à la situation politique, écologique, sociale, démocratique telle qu'elle se présente en ce moment même, après ce second tour de l'élection présidentielle. C'est le seul programme en effet qui appelle au passage à une 6e République par la Constituante. On voit comme le régime 5e républicain est à bout de souffle avec ce second tour qui n'a satisfait personne, avec ce monarque Emmanuel Macron qui va rejoindre bientôt, qui invite Vladimir Poutine à Versailles, qui s'est présenté tel un roi face aux Français dans la cour du Louvre. Urgence sociale, avec ici, face à nous, la ministre du chômage. Et on sait le niveau de ceux qui n'ont pas d'emploi. Nous proposons, nous, un plan de relance de l'activité. Nous proposons de créer des emplois dans la transition écologique, dans l'hôpital public, à l'école, d'y recruter 60 000 enseignants. Nous proposons d'augmenter le SMIC à 1 326 € par mois. Et évidemment, l'urgence écologique. Nous, Parisiens, nous savons quels sont les effets de ces pics de pollution devenus permanents sur notre santé. Nous proposons des transports en commun gratuits pour trouver une solution à ce problème récurrent aujourd'hui. Nous proposons la sortie du nucléaire et le passage à 100% aux énergies renouvelables. Nous proposons dans les cantines de nos écoles des menus gratuits et issus de l'agriculture biologique pour tous les enfants de ce pays. Ce programme répond donc aux enjeux écologiques, sociaux, environnementaux et il répond à la situation de cette circonscription. J'étais ce matin devant le ministère du Travail avec les salariés du magasin Tati. Vous savez, ces salariés par centaines qui sont menacés de perdre leur emploi. Eh bien nous proposons notamment de nous débarrasser de la loi Macron qui place ces salariés dans une situation catastrophique puisque avec la loi Macron, les grands groupes et notamment le groupe Eram peuvent échapper à leurs responsabilités et ne pas financer un plan de sauvegarde de l'emploi. Notre programme, il répond dans cette circonscription à l'enjeu de l'accès aux soins. Et je serai à l'Assemblée nationale un député qui combattra le projet de fermeture de l'hôpital Bichat. Un député qui votera les lois qui permettront d'ouvrir des centres de soins de proximité dans lesquels travailleront des médecins fonctionnaires qui pratiqueront le tiers payant et nous interdiront les dépassements d'honoraires. C'est l'une des mesures du programme L'Avenir en commun et cette question intéresse dans cette circonscription où il est si difficile notamment d'accéder à des consultations de spécialistes. Et enfin, nous serons, moi, ma suppléante, vous toutes insoumises et insoumis, aux côtés des parents d'élèves qui se battent pour maintenir ouvertes les classes dans les écoles de nos quartiers. Et nous proposons, je l'ai dit tout à l'heure, de recruter 60 000 enseignants pour diminuer le nombre d'élèves par classe et pour garantir la réussite de tous les élèves, quelle que soit l'école dans laquelle ils sont scolarisés. Alors pour y parvenir, il va falloir que nous battions ici ceux qui sont mes deux adversaires. D'abord, bien sûr, nous débarrasser de Madame El Khomri, la ministre du chômage et du 49.3, celle qui incarne la régression sociale, celle qui incarne l'autoritarisme, celle dont les lois sont à l'origine de l'envolée du chômage et de la multiplication des plans de licenciement. Il va falloir évidemment se débarrasser d'elle, mais aussi du candidat de la droite, Monsieur Bournazel, le cumulard caméléon, 7 fois candidat ces 9 dernières années, candidat à tout, il est déjà conseiller de Paris, il est conseiller régional, il veut maintenant être député. Ça suffit de ces hypocrites
qui n'assument pas de porter les couleurs de leur parti, car c'est la candidate du Parti Socialiste, c'est le candidat des Républicains, ce sont les candidats du vieux monde, et ils n'assument pas de se présenter face aux électeurs en assumant leur identité politique. D'ailleurs, les deux se proposent pour participer de la politique de régression que le président de la République annonce, pour voter les ordonnances et pour massacrer le code du travail. C'est l'un des enjeux de cette élection que d'empêcher cette politique. Et ici, en battant Madame El Khomri, nous pouvons empêcher M. Macron de conduire sa politique de régression sociale. Alors pour y parvenir, nous avons la force de la France insoumise, ce cadre ouvert. Et j'invite chacune, chacun à nous rejoindre dans cette campagne. Nous serons dès samedi au croisement de la rue Boineau et de la rue des Amiraux, où nous prendrons la parole au sujet notamment des thématiques sur l'éducation. Nous serons dimanche sur les marchés, le marché Ornano, le marché de la Porte Montmartre. Rejoignez-nous, aidez-nous à aller convaincre dans les porte-à-porte, aux sorties de métro. Nous avons un local au 7 rue Baudelic, jusqu'à côté d'ici. Il est ouvert tous les jours de 15h30 à 21h. Vous êtes les grands bienvenus pour nous aider à gagner. Si les 13 544 électrices et électeurs de Jean-Luc Mélenchon dans cette circonscription votent les 11 et 18 juin prochains, et bien par le bulletin de vote France Insoumise, nous ferons élire un député qui votera les lois permettant la mise en œuvre de notre programme L'Avenir en commun. Nous sommes la force du peuple et les 11 et 18 juin, nous allons l'emporter. J'ai le plaisir maintenant de céder la parole à Jean-Luc Mélenchon en le remerciant encore une fois de sa présence. Non, parce que une heure ou deux au soleil. Et oui. Alors vas-y. Merci Paul. C'est un vrai plaisir pour moi de me trouver aux côtés de Paul et de Sabrina. Et là, Sabrina. Bon, parce que je les crois significatifs de ce que nous sommes. Je ne parle pas de moi. Maintenant, tout le monde connaît mon âge. Et j'accomplis ma mission en tâchant de faire mon travail du mieux que je le peux. Et croyez que j'y mets toute mon énergie et toute la force dont je dispose. Mais ce qui est important, c'est la tâche politique, la transformation que nous sommes en train d'opérer, que les observateurs acceptent de le constater ou pas. Deux candidatures comme celle-là, je commence par ça, sont significatives. Vous avez affaire à des gens dont c'est la première candidature à une élection législative, qui exercent un métier au moment où ils se présentent devant vous, qui sont dans les deux cas des métiers d'engagement extrêmement profond. Être médecin ou être enseignant, c'est un métier qui a un volet que vous connaissez tous, d'amour du métier comme la plupart d'entre vous, quel que soit votre métier. Vous aimez la tâche bien faite, mais c'est une activité particulière que celle qui met en rapport avec les autres êtres humains, soit parce qu'il faut venir à la rescousse pour les ramener dans la santé, soit parce qu'il faut, par l'instruction, leur permettre de s'élever et se construire en tant qu'être humain. Car le but de l'éducation n'est pas de produire des producteurs, mais d'aider des êtres humains à se constituer en tant que tels, c'est-à-dire capables d'accéder à tout ce qui les fait être humains. Et à ce sujet, on en profitera pour dire que ce qui est caractéristique et peut-être fondamental dans la relation humaine et qui la rend absolument humaine, c'est lorsqu'on s'aperçoit qu'elle ne procède ni de l'instinct, ni d'un objectif particulier. Autrement dit, ce qui construit une relation humaine de l'un à l'autre, c'est qu'elle est parfaitement gratuite. Elle est faite parce que tu es mon semblable et qu'en t'identifiant, j'imagine que tes besoins sont les miens et donc je mets en partage avec toi ce que j'ai. La gratuité, le contraire de l'idéologie capitaliste, est le fondamental de la construction d'un être humain. La gratuité, le refus de l'accumulation pour soi, le refus de l'indifférence aux autres, voilà ce qui philosophiquement nous distingue des autres courants politiques, et je ne leur jette pas la pierre, mais je dis simplement qui nous sommes, pour qu'on s'en souvienne tout le temps lorsqu'on s'adresse à nous. Voilà pourquoi nous sommes les candidatures de la poésie, les candidatures de la paix, les candidatures de la littérature, les candidatures de la musique, les candidatures de tout ce qui nous met en rapport avec les autres,
quelle que soit la langue qu'il faut employer au moment où nous adressons à l'autre, que ce soit la langue de la poésie, de la musique, etc., etc., etc. Et de cela, nous sommes fiers. Quelle est notre philosophie? Voilà ce que nous portons. Voilà pourquoi nous sommes dans l'histoire, la continuité du fil rouge qui la traverse tout entière depuis le plus profond de ses commencements et qui, à travers la Renaissance, les Lumières et la bataille du mouvement progressiste au sens qu'il avait lorsqu'il s'agissait réellement de progrès, pas simplement d'un habillage pour des mesures réactionnaires, de ce que nous sommes devenus aujourd'hui, qui m'oblige à chercher des mots parfois, puisque tous les autres ont été galvaudés. Que si je disais de gauche, je devrais passer la moitié de mon temps à expliquer pourquoi ça n'a rien à voir avec ceux qui se réclament de la gauche aujourd'hui. Le mot a été tellement galvaudé, tellement usé qu'il faut en chercher d'autres pour se redéfinir en commun. C'est pourquoi j'ai dit, en parlant de nous, que nous étions le courant de l'humanisme écologique et social que nous efforcions d'incarner. L'humanisme radical de notre temps, comme c'était le cas à la Renaissance, lorsqu'on a redécouvert la centralité de la personne humaine, explicative de l'histoire et finalité de l'histoire, à l'opposé de celle qui mettait des sujets ou des croyants, ce renouveau qui tout d'un coup a ramené à l'être humain, aujourd'hui, l'humanisme radical, c'est celui qui comprend qu'il n'y a pas d'humanité possible sans un lien intime, sans une harmonie construite, voulue, décidée avec la nature et les animaux. Voilà pourquoi l'humanisme de notre époque redevient une cause et un programme politique. Ça m'amène au point qui m'importe au moment où je m'adresse à vous. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce que nous sommes en train de faire. Beaucoup pensent que nous interprètent d'après d'anciennes grilles de lecture. Ainsi, on nous reprochera ici ou là de ne pas chercher à rassembler la gauche. Eh bien, en effet, ce n'est pas ce que nous cherchons à faire. Car ici, dans ce 18e, dites-moi à qui nous parlerions. Est-ce que c'est à ceux dont les étiquettes auto-attribuées s'intitulent de gauche? En quoi Madame El Khomri est-elle une femme de gauche? Au sens où l'histoire du mouvement ouvrier, des salariés, pendant des décennies, pendant des générations, a consisté à améliorer la condition des salariés en négociant que la loi les protège contre l'arbitraire du rapport de force brutal dans l'entreprise. Ce rapport de force qui faisait dire à Jean Jaurès: la grande révolution a rendu les Français rois dans la cité et les a maintenus serfs dans l'entreprise. Car dans l'entreprise, ils sont serfs quand le syndicat n'est pas là. Quand le rapport de force ne peut pas être produit, alors il n'y a qu'une seule relation, celle de l'exploitation. Et quelle est la limite à l'exploitation? Il n'y en a jamais eu qu'une seule, la résistance à l'exploitation. Qu'avons-nous donc? Nous n'accepterons pas un seul jour, pas un seul instant de partager quelque étiquette que ce soit, au-delà même du respect que nous pouvons avoir pour les personnes, car souvent les personnes sont respectables. Nous ne voulons avoir rien, absolument rien à faire avec des gens pareils. Ils ont trahi, menti, escroqué tous ceux qui avaient confiance en eux pour à la fin faire une loi comme a fait cette Madame El Khomri, qui vous a abandonné entreprise par entreprise au bon vouloir de ceux avec, paraît-il, qui vous iriez négocier vos horaires de travail, vos payes, la reconnaissance des diplômes. C'est tout ce monde qu'ils ont effondré volontairement et en mentant, en prétendant qu'ils avaient échangé ça contre je ne sais quel compte pénibilité. Je vous invite tous à vous renseigner sur le sens de cette mystification. Ces comptes pénibilité vous permettent, si vous avez été exposé 25 ans à une situation de pénibilité au travail, là où il suffirait que vous y soyez exposé pendant quelques mois pour avoir ensuite à vous retrouver dans les services de Sabrina Ali, 25 ans, alors ça vous donne droit à une décharge de 2 années de cotisation pour avoir droit à votre retraite comme les autres à 62 ans. Autrement dit, au nom de 25 ans de labeur acharné dans un poste réputé pénible, vous auriez le droit de bénéficier de ce dont ont bénéficié absolument tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire d'une retraite à 62 ans. Voilà ce que ces gens-là ont organisé. Nous ne leur pardonnerons jamais. Il n'y a aucun arrangement possible avec nous, aucun compromis arrangeable sur des sujets pareils. Et je demande qu'on entende la cause profonde d'une telle colère. Ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une affaire qui concerne la condition de salarié. Si vous les abandonnez à la violence du rapport de force dans une entreprise, on sait qui sera tout le temps perdant. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a des solutions gagnant-gagnant.
Ce n'est pas vrai. Dans le rapport de force, il y a un vainqueur et un vaincu. Telle est la logique même du rapport de force. Telle est la logique du contrat. Seule la loi protège. Seule la loi, parce qu'elle est universelle et qu'elle s'applique à tous de la même manière en principe, permet d'espérer sa libération. La preuve, c'est que c'est bien par la loi qu'ils ont été obligés de démanteler le code du travail. Et voilà ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Voilà ce qui est à l'ordre du jour, les gens. Ce n'est pas seulement ce jeune homme qui, paraît-il, marche si dignement dans la cour du Louvre. Ce n'est pas seulement les raisons de nous esbaudir, parce que nous aurions un jeune président de la République. Le diable emporte l'âge de ses artères. Ce qui compte, c'est ce qu'il a dans la tête. C'est ce qu'il veut faire. Et ce qu'il veut faire, je vous demande de le dire partout autour de vous, c'est la ruine du code du travail. Le code du travail est pour nous quelque chose de fondamental. De même que le ministère du Travail n'a jamais été créé pour qu'on y mette le DRH de Nestlé, il a été créé l'année du plus grand accident industriel de l'histoire de France, l'explosion de la mine de Courrières dans le Pas-de-Calais, où 1300 malheureux ont été engloutis par cet accident. Il était clair que les choses avaient été traitées tellement à la légère que c'est pour ça qu'avait eu lieu l'accident. Et alors on a créé le ministère du Travail, pour protéger les travailleurs, pour tenir compte du fait que ce sont des êtres humains et non pas des machines ou des pions qu'on peut traiter n'importe comment. Voilà pourquoi le code du travail est sacré pour nous. Chacune de ces pages, ce sont des luttes. Chacune de ces pages, ce sont des décennies d'efforts et de combats. Et si le code du travail est si épais, que paraît-il, cela défrise ces gens qui ne se plaignent jamais de l'épaisseur de l'annuaire du téléphone, parce qu'ils savent bien qu'on ne peut pas se passer des pages qui s'y trouvent. Mais pour le code du travail, si, il paraît qu'on pourrait s'en passer. Pourquoi est-il si épais, ce code du travail? Parce qu'ils n'ont pas cessé de multiplier les dérogations, les exemptions de toutes sortes, jusqu'au plus absurde, pour permettre ici, là, de gratter un petit centime, là, un petit euro, qui ne représentent pratiquement rien pour eux, mais qui sont tellement dans la vie des gens. Vous avez vu cette histoire de GMS? Qui c'est qui avait raison encore? C'est moi. Bien sûr, je suis allé là-bas et on me dit qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit c'est pas dur, trouver un bon téléphone, appeler deux personnes, celui qui s'occupe de PSA et celui qui s'occupe de Renault. L'État est actionnaire dans ces deux boîtes. À quoi ça sert qu'il y soit si c'est pas pour dire qu'il faut permettre à cette entreprise de vivre? Qu'a fait le ministre? J'espère qu'il a la pétoche. Parce que les gens en peuvent plus, voyez-vous. C'est pour ça qu'ils ont mis des bonbonnes de gaz sur les citernes du gaz liquide. Les gens n'en peuvent plus de ces condamnations à la mort sociale. Quand vous avez comme moyenne d'âge dans une entreprise 49 ans et qu'on vous annonce qu'il faut faire preuve d'agilité et qu'on s'appelle Monsieur Gattaz, eh bien vous savez que l'agilité, ça veut dire la ruine sociale, abandonner son logement, ne pas se poser de questions sur ce qu'est le métier de son conjoint, etc., etc. À supposer qu'un jeune de 20 ans puisse faire preuve d'une telle mobilité, à supposer qu'il ait envie de s'en aller. Comment peut-on aussi froidement, aussi cruellement, aussi cyniquement opposer un tel argument à des salariés qui font un bon travail, dont personne ne discute la qualité aujourd'hui? Et tout ça pourquoi? 277 personnes condamnées à la mort sociale, parce qu'au deuxième chiffre après la virgule, il y aurait une économie de quelques centimes en produisant les mêmes pièces dans un autre pays, peut-être en Europe où se font une délocalisation sur deux. Voilà contre quoi nous sommes en lutte. Ce dont nous parlons, c'est du vécu, du concret, des choses qui sont dans nos existences et d'un modèle de société. Car la société où l'on peut disposer des autres comme d'objets, comme on dispose des animaux aujourd'hui, disposer des êtres humains en les exposant entreprise par entreprise au bon vouloir du rapport de force, c'est une société dans laquelle partout il y a la violence. Chacun est en compétition avec tous les autres, pour le travail, pour le pain quotidien, pour le logement. C'est insupportable. C'est de ce monde dont nous ne voulons pas. Et c'est pourquoi ici, il faut que nous battions Madame El Khomri. Il faut que plus une seule personne n'ose se dire de gauche dans ce pays si elle trahit les siens, comme nous l'avons été par cette femme. Voilà ce que nous sommes en train de faire ici, dans le 18e, qui est un secteur très populaire, où cette parole doit être entendue. Votez avec les vôtres. Votez avec le peuple, votez avec votre classe. Ne votez pas pour l'ennemi simplement parce qu'il a une bonne mine ou qu'il a réussi à vous abasourdir, parce que ces 9 copains milliardaires possèdent 90% de la presse et que quand vous allez dans un kiosque,
Il y a des jours où il n'y a pas moyen d'échapper à sa fichue bobine sur tous les hebdomadaires et tous les quotidiens. Voilà la vérité. Et c'est ça qu'on nous présente comme une démocratie dans laquelle nous serions les suspects. Tout simplement parce que nous refusons de marcher au pas, parce que nous refusons leur piège qui consiste à nous tordre le bras sous prétexte de front républicain. Pendant des mois et des mois, ils font la propagande de Madame Le Pen. Ils montrent quel serait le recours de ceux qui veulent protester. Ils assignent à résidence politique tous ceux qui veulent protester. Ils vous annoncent qu'elle va être en tête, et même peut-être élue dès le premier tour, pour vous foutre la trouille, pour que vous arrêtiez de réfléchir, pour que vous arrêtiez de défendre vos intérêts. Et ensuite, une fois que le piège est refermé, une fois qu'ils ont réussi par leur manœuvre pourrie, en nous accablant pendant plus de 3 semaines, en allant chercher l'Alba, la Russie, que sais-je encore, sans dire un mot contre elle, et nous la ratons à 600 000 voix, les gens. Parce que ce que nous avons fait ensemble, c'est un exploit. À 600 000 voix près, on la sortait de là. Voilà ce qu'ils ont empêché. Tous ces antifascistes d'opérette qui nous ont laissé toutes ces années nous débattre contre eux. Et pour la première fois, nous avons repris le terrain parmi les pauvres, parmi les humiliés, parmi les opprimés, qui ont compris que la parole de libération, elle est de notre côté, et pas du côté de cette femme qui les appelle à une guerre civile. C'est un immense succès que nous avons remporté. Voilà pourquoi notre fidélité à cette heure, elle va à la seule chose qui compte, c'est que nous sommes une force prête à gouverner. Et nous sommes une force prête à gouverner parce que nous avons un programme. Et de ce programme, il n'y a rien à négocier. Parce que le temps de la négociation, c'était avant, quand on l'écrivait. Et maintenant, comme il est là, porté par 7 millions de personnes, si nous les retrouvons, c'est celui-là qui sera le programme de gouvernement. Et comme vous me voyez là, je suis prêt à gouverner ce pays et je sais par quel bout prendre les choses. Et ceux-là qui sont avec moi s'y sont préparés, non seulement par leur pratique professionnelle qui fait que quand ils parlent de leur métier, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent quand ils parlent de santé. Ils savent de quoi ils parlent quand ils parlent d'éducation. Et ce sont 2 questions essentielles dans la vie de tous les jours. Mais en plus, ils sont préparés politiquement. Il ne suffit pas d'arriver le fouet à la main avec ses grands titres et ces actes de service dans telle ou telle grande école ou telle grande entreprise, de vous faire repeindre en société civile. C'est comme ça qu'ils appellent les DRH maintenant, qu'ils ont collé au gouvernement. Et les directeurs d'administration centrale, comme celui qui est maintenant le nouveau ministre de l'Éducation. Celui-là, il était directeur des enseignements scolaires sous M. Sarkozy. Il a supprimé 80 000 postes dans l'éducation nationale. Et maintenant, il est le ministre. Alors venez pas dire après que vous ne savez pas ce qui vous attend. Je ne parle pas de vous, je n'ai pas l'intention de vous engueuler. Mais engueulez les autres. Dites-leur, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de nous regarder nous battre, encore une fois. Et toi, qu'est-ce que tu es là avec ta petite cuillère en train de faire le tri dans l'assiette? Ah oui, mais Mélenchon, il parle pas assez poliment. Ah ben l'autre, je sais pas quoi. Voilà. Et au nom de ça, vous perdez de vue l'essentiel. Mais comment croyez-vous qu'on puisse être entendu si l'on ne parle pas fort? On est obligé de parler fort. Et même quand on parle fort, des fois, ça sert à rien. Au point qu'il faut mettre des bonbonnes de gaz, comme l'ont fait les travailleurs de GMS. Pourquoi croyez-vous qu'ils fassent ça? Ce sont de braves gens, d'honnêtes gens, qui ont une vie faite, qui s'occupent de leurs gosses, qui s'occupent de leur maison. Et quand ils rentrent au village ou à la ville, ils participent à la vie des associations. Et quand c'est le tour d'aller voter, ils vont voter. Ce sont des bons citoyens, des braves gens, qui ne demandent pas des milliards, ils demandent juste d'être respectés et d'avoir le droit de gagner leur vie honnêtement, et que leurs enfants soient éduqués, et que les vieux ou ceux qui sont malades soient soignés. Voilà ce qu'est le programme commun du peuple. Voilà pourquoi nous ne marchanderons rien avec personne, je l'ai déjà dit. Le programme a été ratifié par 7 millions de personnes. Les enquêtes montrent que 80% des gens qui ont voté avec un bulletin, la France Insoumise, où il y avait mon nom à cette occasion, ont voté par adhésion. C'est-à-dire que sous leurs cheveux qui sont lavables, ils ont un truc en matière grise qui n'est pas lavable, qui s'appelle un cerveau. Et dans ce cerveau, ils ont parfaitement compris que le problème numéro 1 de notre époque, c'est les institutions pourries qui empêchent qu'on donne son avis quand on est du peuple. Que le problème numéro 1 de notre époque, c'est que si ça continue comme ça, plus personne ne pourra vivre parce qu'on ne pourra pas respirer, parce qu'on ne pourra pas boire, et que ce qu'on mangera finira de nous tuer, ou si c'est pas nous, ce sont nos enfants. Voilà ce qu'ont compris les gens. Et voilà ce qui est en cause à cet instant. Ne vous laissez pas bourrer le crâne une fois de plus
Quand on vous dit c'est perdu d'avance, il a gagné d'avance, il est tellement intelligent, il est tellement bien, et les autres sont de tels larbins qu'ils iront lui lécher les pompes quoi qu'il raconte et où qu'il ait marché. Voilà qui ils sont. Ah, c'est vrai que c'est malin, voilà un type qui est président de la République. Dans chaque circonscription, il a 3 candidats. Le sien, celui des Républicains et celui du PS. Tous ces gens-là, ils vivent avec une valise à la main pour changer de camp plus vite et ils ont une veste réversible. N'ayez aucune confiance en eux, pas la moindre illusion sur le sujet. Si nous nous retrouvons les 7 millions qui avons voté à l'élection présidentielle, en dépit des tombereaux de calomnie qui sont tombés sur moi entre les 2 tours, parce que je ne me suis pas mis au garde à vous à l'instant et dans la forme qui était prévue. J'ai dit et je redis, le nini n'a jamais été notre position. Nous avons toujours dit pas une seule voix pour le Front National. Et à ceux qui nous cassent les pieds, je réponds que ceux qui sont responsables du vote Front National, c'est ceux qui votent Front National, pas ceux qui luttent contre le Front National comme c'est le cas. Et deuxièmement, les responsables de ça, ce sont ceux qui poussent à voter Front National, c'est-à-dire tous ceux qui passent leur temps à les mettre en scène, à tous ceux qui l'ont dédiabolisé elle, pendant qu'ils me diabolisaient moi, ou qui ont mis un signe égal entre les deux, comme des êtres infâmes sur le plan moral qu'ils sont, parce qu'ils sont prêts à tout pour obtenir le fait que nous soyons écartés de la fête qu'ils pensaient avoir organisée. Ça y est, c'était la grande réussite. Tous dans le même bocal, avec M. Macron, et puis sinon, la fasciste, et le reste du témoignage. Eh bien, ce rêve-là, quick, c'est fini. Nous sommes à 20% à l'élection présidentielle. Si nous nous retrouvons là, ceux qui ont voté la dernière fois, nous sommes au 2e tour dans 78% des cas. Et si nous sommes au 2e tour dans 78% des cas, nous pouvons l'emporter. Écoutez-moi, on me dit que tu exagères. Non, je n'exagère pas. Je dis ce qui est nécessaire de faire. Et c'est nécessaire parce que si vous faites ça, vous allez vous épargner des heures et des heures de manifs, de marches, de jours de grève contre les réformes du Code du travail que ces gens vont faire pleuvoir sur votre tête, contre les fermetures de classes qui vont vous tomber dessus de rue comme la pluie au mois de mars, etc., etc., etc. Votez, bon sang de bois, c'est le moyen le plus économique et le plus facile que vous avez pour arriver à retourner la situation. Voilà, tout le monde a compris sa feuille de route. À ceux qui ne sont pas de notre avis, recommandez le 11 et 18 juin un bon week-end à la campagne. Invitez-les en pique-nique au Diable Vauvert et y allez pas. Appelez leur mamie pour qu'elle leur téléphone pour dire de venir tout de suite. Si elle est avec nous, la mamie, elle a plus de tête qu'eux. Et nous, on va voter en masse. Cette affaire-là repose sur chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous va et fait son travail. 1, 2, 3, 4, ou même un seul qu'on emmène à voter. Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas compris qu'on vote. Et puis il y en a qui pensent en un seul mot, on va voter Macron. Parce qu'on leur a dit que c'était ça, hein, on va voter Macron. Non, on va voter pour la France insoumise. Rappelez-vous que sur les bulletins de vote, ce qui vous permet de ne pas vous tromper, parce qu'en ce moment, bon, il y a bien des emballages où il y a ma photo dessus, que c'est pas moi dedans. Mais là, vous vous trompez pas. Là où vous voyez le FI, tchouk, c'est nous. Là où il n'y en a pas, méfiance. La France insoumise, c'est nous, c'est vous, évidemment. Vous savez combien on est maintenant? 500 000, mes amis, qui ont été cliqués pour dire on est avec vous. 500 000 sur 7 millions qui ont voté, c'est pas rien. Si tout le monde fait bien son boulot et s'use la peau comme je suis en train de le faire en ce moment, c'est sûr qu'on va y arriver. Si chacun rentre à la maison, met son pied dans les chaussettes et dans les pantoufles et attend que ça se passe en regardant la télé, clair, on est battu d'avant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une télé. D'accord? Bon, allez les gens, merci à tous, à bientôt. Non, non, attendez. On va voir si vous avez tout très bien compris. Comment s'appelle le candidat? Plus fort, je vous prie. Et comment s'appelle sa suppléante? On recommence là. Articulé. La suppléante s'appelle? Voilà. Bon.
Et qu'est-ce qu'il y a sur le bulletin de vote? Allez, au choix, cachez la cause. Un point et la rose? Attendez, on a dit un point à la rose, j'ai rien entendu. Il y en a qui croient que oui. Non. Est-ce qu'il est écrit dessus les Républicains? Non. Est-ce qu'il est écrit dessus la France Insoumise? Oui. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il y a qui ressemble à aucun autre bulletin qui est écrit en lettres grecques? Oui. Voilà. Bon, merci à tout le monde. Expliquez ça aux autres parce que des fois les bras m'en tombent. Ils me disent, ah bon, on vote? Oh, misère, plus-toi la vie. Oui, alors, et vous le connaissez à Mélenchon? Me dit à moi. Bah oui, je le connais, oui. Et c'est qui son candidat? Bon sang, tu le vois pas, il s'est marqué sur tous les murs. Bref, il faut tout expliquer, c'est comme ça. Et puis nous, forcément, les nôtres, hein, des fois, bah, ils suivent pas tous les jours parce qu'ils disent, bah, tout ça c'est des menteries. Non, c'est pas des menteries. En tout ce qui nous concerne, c'est pas des menteries. Allez, merci.